monde, c'est Estelle. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit papetage sur la toile Chien et Chat, donc qui est celle-ci. Alors attendez, je vais me lever pour être sûr que vous voyez. Voilà, désolée d'avoir bougé autant. Donc la toile Chien et Chat qui a été la toile choisie par vous en fait lors d'un vote qui a eu lieu début avril. Donc cette toile c'est une 40 par 50 en diamant carré qui vient de la boutique Happy Diamond Painting et que j'ai acheté, alors excusez-moi, du bruit, ma chaise fait beaucoup de bruit, voilà, et c'est une vieille chaise donc que j'ai restaurée et du coup j'y tiens. Donc oui, cette toile vient de chez Happy Diamond Painting, qui est un site donc indépendant sur internet. Je l'ai acheté donc via Vinted. J'ai eu un coup de cœur sur cette image et comme vous pouvez le voir, donc j'ai commencé. On a commencé ensemble d'ailleurs. Voilà. Il me semble qu'on a fait la préparation des diamants et qu'on a commencé ensemble. Donc moi j'ai avancé mais très peu puisque je travaille en même temps sur la toile de chez Cara.art et que j'ai beaucoup de mal à m'en détacher. Elle est tellement agréable à faire que je passe énormément de temps dessus. Et du coup, je me suis dit que pour changer, j'allais vous prendre sur celle-ci. Donc, cette toile, quand je l'ai réceptionnée, était en état moyen. Donc, comme je vous ai expliqué déjà, j'ai enlevé toutes les rivières. Mais là, je vois que j'ai un léger surélèvement, mais je sais pas, je suis pas sûre que ce soit la rivière en fait, parce qu'en fait ce qui se passe quand je sais pas si vous vous souvenez, j'avais un très grand scotch ici et en fait quand je l'ai enlevé, il s'est avéré que la toile était découpée. Je sais pas si vous voyez ici, j'ai mon ongle qui passe, voilà, donc la toile a été découpée. Je pense que la personne je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. Donc là, pour le moment, je n'ai pas remis de scotch ni rien, mais parce qu'en fait, celui que j'avais mis, tout simplement, il n'a pas tenu. Parce que malheureusement, sur cette toile-là, il n'y a pas grand-chose qui tient, donc il faut que je mette du scotch de masquage, comme là, en fait. Et c'est juste qu'il faut que j'aille le chercher pour le mettre. Et je m'en suis pas encore occupée. Alors, mon avis aujourd'hui est mitigé sur cette toile parce que je fais majoritairement la même couleur qui est donc le 161 qui est un bleu magnifique, un bleu gris un peu foncé. Elle est agréable à faire. J'ai pas de popping, j'ai pas de, voilà, j'ai beaucoup de déchets par contre, énormément de déchets. Alors c'est pas du déchet de défaut, c'est en fait vous savez les petites billes, j'espère que vous voyez ce que je vous montre. Je vais essayer de faire pas trop de bruit, voilà. Non, vous voyez rien en fait, attendez, hop, j'arrive même pas à viser, hop là, voilà. J'ai beaucoup de soleil ce matin, on va pas s'en plaindre. Alors attendez, on va essayer de faire en sorte, voilà, qui focus. Et donc voilà, en fait, je n'ai quasiment pas de diamants. Ce ne sont que des chutes, en fait, des déchets de façonnage, hein, des petites billes qui sont passées, je pense, à travers les grilles quand ils fabriquent les diamants. Ça ne me dérange pas en soi. Hein. Ce que je fais, c'est que, vu que je ne fais quasiment que cette couleur, je fais tout mon plateau. Et une fois que j'ai fini, je vide directement dedans.
Oh, mon Dieu, j'ai pas passé aspirateur sur mon tapis. Et j'ai ma louloute qui s'est couchée dessus. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans mon bureau. Mais comme vous le savez, en ce moment qu'il fait beau, je suis beaucoup dans ma véranda. Et du coup, j'ai mes louloutes qui se couchent sur mon tapis. Donc, je suis désolée. Voilà, j'aurais dû faire un petit coup d'aspirateur avant de filmer. Donc voilà, à part ça, donc j'ai décidé de faire des substitutions. Vous en voyez quelques-uns ici, enfin quelques-unes ici. C'est des substitutions qui étaient déjà prévues à l'origine en fait. Et c'était entre autres pour ça que j'avais pris dans mon swap des strass en SS8 parce que j'avais projeté. Alors attendez, excusez-moi, j'ai mon chat qui gratte à la porte. Je vais lui ouvrir avant. Allez Nénette, tu rentres? Voilà. Hop là, parce que il faut que la compagnie soit avec moi, sinon elles sont pas contentes. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc pour information, Sekhmet est déjà là, hein, elle est déjà couchée. Parce que mademoiselle Sekhmet, quand je prépare la caméra, se précipite. Donc, le swap que j'avais gagné en strass chez VDD. Du coup, j'avais commandé du SS8 en ayant pour projet de les inclure dans ce projet-là. Sauf que j'avais pas percuté que les petits points blancs, vous savez, qui fait un peu comme de la neige, ce n'est pas du blanc, ce n'est ni du 5200 ni du 3865 ou du 3865. C'est du 819. Voilà. Donc c'est du F. Et sinon c'est du 159, donc un bleu très très pâle. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi en me demandant qu'est-ce que j'allais faire. Est-ce que je faisais cette substitution ou pas? Et je me suis dit que bah voilà, c'est ce que j'avais prévu. Donc je vais faire ce que j'ai prévu. Et du coup, je remplace la lettre F par les strass que j'ai eu. Voilà, chez VDD. Donc ils sont absolument magnifiques. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais la toile brille, un truc de malade. Et du coup, j'ai prévu de faire une autre substitution. Alors par contre, pas complète, sur quelques diamants. Enfin, sur... voilà, je ferai au fur et à mesure. Alors là, ils sont mélangés. Parce qu'en fait, c'est des restes de toile. Et j'ai vérifié, on est bien sur du SS8. En fait, c'est un reste de kit de ma fille et dessus, j'ai des magnifiques strass rose clair. Et du coup, je pense que ça va me permettre de remplacer une de mes teintes de rose qui est ici. Voilà. Donc, j'ai pas encore décidé laquelle. Je verrai quand j'arriverai en fait dans la partie qui est plus par là, en fait, où j'ai mon dégradé avec le fond rose qui arrive. Voilà. Donc ça, c'était pour les substitutions. Donc, pour la toile, bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je diamante sur cette toile avec mon nouveau stylet que j'ai reçu. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais avec le soleil, enfin, c'est un truc de malade. Je suis amoureuse de ce stylet. Il est absolument magnifique. Et je regrette vraiment pas du tout d'avoir décidé de le prendre parce que bah, finalement c'est mon petit cadeau d'anniversaire à moi-même hein, puisque je n'en ai pas eu à part de la part de mes enfants, mais voilà, ce magnifique stylet qui est super agréable en termes de diamantage. Donc je voulais vous prendre sur un petit blabla parce que je voulais vous dire plusieurs petites choses qui me semblent importantes. Déjà,
je voulais tous et toutes vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous vos commentaires, absolument. J'ai pas de mots en fait pour exprimer tellement ils étaient remplis de gentillesse et d'affection. Tellement vous avez été gentils avec moi par rapport à ma vidéo anniversaire. Et voilà, enfin, plusieurs commentaires m'ont presque fait pleurer, tellement on sentait de l'amour dedans. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui me touche beaucoup, puisque voilà, comme je vous ai expliqué, je vis une période un peu compliquée au niveau familial. Et c'était, excusez-moi, je passe certainement devant vous, excusez-moi, je dois éviter de vous renifler dans les oreilles. Bah oui, hein, je pleure déjà, alors vous voyez, ça va promettre la vidéo. Mais c'est de votre faute en même temps, vous êtes tous tellement gentils, hein, c'est pas possible quoi. Non, je dis pas qu'il faut être méchant, hein, je dis pas ça. Ne mettez pas des commentaires méchants, hein. C'est pas ce que je dis. Oui, alors excusez-moi pour la pause, mais vous allez comprendre. Je suis extrêmement fatiguée, j'ai très peu dormi cette nuit. J'ai quasiment fait une nuit blanche, j'ai dû dormir 3 heures sur le matin. Et encore, c'était pas un sommeil complet. Donc forcément, je vais pas avoir une pause. Nickel. Voilà. Donc je m'excuse d'avance. Hop. Même si j'essaye. Et en même temps, vu que je vais papoter avec vous, forcément la pause va en prendre un coup. Donc je suis toujours avec ma cire maison. Donc vous voyez, elle laisse un petit dépôt. Et en fait, j'ai regardé, parce que du coup, sur le tigre aussi, et en fait, je vais juste passer avec une brosse à dents mon diamant painting pour nettoyer mes diamants. Et ce sera bon. Voilà. Donc, comme je vous disais, je vis un moment un peu compliqué sur le plan familial en ce moment. Ce qui fait que j'avais envie d'échanger avec vous sur un sujet qui est très peu abordé au niveau des personnes en situation de handicap, qui est très peu abordé sur le... Enfin, si, les gens entre malades, on parle, mais on n'en parle pas sur l'extérieur. Et du coup, c'est pas visible. Encore une fois, je crois qu'on aime bien cacher les choses, en fait. Comme je vous disais, moi je suis tombée malade il y a 5 ans. Mon mari m'a connue. Je n'étais pas malade. On a été un couple très uni, très pas fusionnel, parce qu'on n'est pas fusionnel, on est assez indépendants tous les deux, on aime bien faire nos trucs de nos côtés. Complémentaires, voilà. On a eu pas mal d'épreuves dans notre vie de couple, des difficultés, comme je vous ai déjà expliqué, on est passé par des traitements pour avoir notre fille. Donc on a connu les galères de 3 ans où on passe notre temps à faire des tests et à se demander qu'est-ce qui déconne chez nous pour que ça marche pas, que
ça n'aille pas. Bref, c'est pas le sujet. Enfin, pour vous dire qu'on a traversé pas mal de choses. Voilà. Voilà. Toujours dit qu'on s'était rencontrés, que c'était notre destin. J'ai toujours dit à mon mari que ce serait et que c'était l'homme de ma vie, que il n'y aurait personne après lui si il devait arriver quoi que ce soit. Et ouais, c'était mon ami autant que mon mari, mon confident. Enfin voilà, c'est la seule personne en qui j'avais réellement confiance. Alors vous voyez, j'en parle au passé parce qu'aujourd'hui on est dans une situation qui fait que on n'est plus du tout sur ce profil-là. Quand je suis tombée malade il y a 5 ans, mon mari a été à côté de moi, m'a soutenue. Il n'a jamais remis en doute ce que je disais par rapport à mes douleurs, par rapport à ce que je ressentais, par rapport à ma fatigue. Voilà. Au point qu'il n'a jamais ressenti le besoin de m'accompagner sur des rendez-vous médicaux. Parce qu'il estimait que ce que moi je lui disais lui suffisait. J'ai vraiment une pause merdique aujourd'hui. Je suis désolée. Puis j'ai mon stylet. Je pense que la température fait que ma wax déborde. Et du coup, voilà. Donc il s'est battu à mes côtés pendant 4 bonnes années, à me soutenir, à m'encourager dans mes combats, dans mon envie de reconnaissance, dans mon envie de montrer que c'est pas parce que j'étais malade que j'étais incapable de faire. Enfin voilà. Et aujourd'hui, alors à cette époque-là, je regardais les groupes sur Facebook entre autres. De personnes en situation de handicap. Ouais, donc je lisais les groupes Facebook et tout ça sur la fibromyalgie, les personnes qui racontaient leur vie, qui expliquaient comment était la maladie, comment elles vivaient ça, etc. Et en fait, j'ai très vite arrêté parce que je trouvais ça hyper déprimant. Les personnes étaient très négatives. Je voyais des personnes en situation bien moins grave que la mienne. En termes de douleur, hein, je parle en termes de symptômes. Et qui passaient leur vie couchée. Qui passaient leur journée en fait à ne rien faire. C'était mari et enfant, pour celles qui en avaient, qui s'occupaient de tout à la maison. Et j'ai remarqué que alors ça c'était plutôt dans les nouvelles personnes malades en fait. Et j'ai remarqué que quand c'était une personne qui était malade depuis plusieurs années, 5-10 ans, on n'avait pas du tout le même profil. On avait des personnes qui travaillaient, qui faisaient tout à la maison parce qu'elles n'avaient pas le choix, puisque elles se retrouvaient seules avec leurs enfants.
parce que la maladie avait brisé leur couple. Et à cette époque-là, je me disais, oh là là, je suis vraiment malheureuse pour elle. Et moi, je me disais, j'ai de la chance d'avoir un mari qui me soutient, qui m'aide, qui me croit, qui... oui, enfin, qui m'épaule en fait au quotidien dans ma maladie, quoi. Et en même temps, je me suis jamais laissée vivre, hein. Attention, moi malade ou pas malade, j'étais debout à 6 heures tous les jours en même temps que mon mari pour pouvoir m'occuper des enfants, les préparer, les emmener à l'école, puisqu'à l'époque on habitait à 500 mètres de l'école et du coup c'était plus facile. Donc je les emmenais à pied à l'école, j'allais les rechercher le soir à pied le plus souvent, sauf sur la fin parce que ça commençait à devenir vraiment compliqué déjà au niveau de la marche. Hop. Bon, écoutez, ça a volé, je sais pas où c'est pas grave. Hop. Pour ceux qui se demandent pourquoi je pose pas la pince, vous venez de voir l'exemple du pourquoi. Voilà. Parce que moi je fais des diamants sauteurs si je fais de la pince. Vu que j'ai du mal à contrôler ma prise. Voilà. Et voilà, je faisais mon ménage, je faisais leur passage, enfin je faisais... Je m'occupais de la maison. Alors c'est vrai qu'il y a des choses que je faisais beaucoup moins, comme l'aspirateur, la serpillière. À un moment donné, on s'est équipé d'un aspirateur à bras. Vous savez, ceux qui sont avec un manche et qui se passent comme ça, en pensant que ce serait plus facile pour moi. Donc on en a cherché un pas trop lourd, etc. Et au final, le mouvement qu'impose un aspirateur est quasiment le même. Hop là, je vous dis là aujourd'hui, je suis très très maladroite, hein, excusez-moi. Mais je voulais absolument, enfin voilà, j'avais besoin de vous parler. Voilà. Je voulais échanger avec vous sur ce sujet-là. On avait acheté une serpillière. Comment dire, électrique, enfin, pas vapeur. Voilà, on a toujours, mon mari m'a toujours permis d'équiper, sauf avec le petit robot qui passe l'aspirateur tout seul. Mais sinon, mon mari m'a toujours permis d'équiper la maison ou de m'équiper pour pouvoir prendre soin de moi correctement. Voilà. Donc les premières années, on est dans les phases de test de traitement. Moi, j'ai eu la chance en fait que mon médecin m'a envoyé voir une rhumatologue très rapidement en fait, quand elle a commencé à avoir un doute. Parce qu'en fait, le diagnostic, on l'a posé ensemble, entre guillemets, c'est-à-dire que elle faisait ses recherches, je faisais mes recherches, elle me faisait passer les examens en fonction de ce que potentiellement pouvait être, à quoi pouvaient correspondre les symptômes. Hein. Donc, on a eu le doute sur la sclérose, qui est, ceci dit en passant, une maladie qui est extrêmement proche en termes de symptômes. C'est extrêmement proche, voire similaire à la fibromyalgie en termes de symptômes. La seule, je dis bien, la seule différence, c'est que
contrairement à la fibromyalgie. Oui, je fais n'importe quoi là aujourd'hui, je diamante n'importe comment, je sais pas. Mais cette toile, je la prends dans tous les sens. Faut pas chercher. La seule différence, c'est que la sclérose en plaques, vous la voyez au niveau des examens, c'est-à-dire que elle est visible sur les prises de sang et elle est visible sur les scanners et IRM. Enfin, surtout IRM en fait. Non, scanner, oui, scanner cérébral. Donc voilà, on a pu écarter du coup la sclérose en plaques puisque je n'avais aucun signe correspondant, en tout cas physiquement, en termes d'examen, tout est arrivé négatif. Puisqu'il faut savoir que la fibromyalgie est une maladie qui est une maladie diagnostiquée par élimination, c'est comme ça qu'ils disent, puisque en gros on vous fait passer tous les examens qu'on peut vous faire passer, on recherche toutes les maladies, je crois toutes sans exception. Pour vous dire un ordre d'idée, le centre antidouleur, quand ils m'ont confirmé le diagnostic, m'ont refait passer des examens. Donc j'ai repassé une deuxième fois la totalité des examens, mais à quasiment un an et demi d'écart. Donc il y avait des évolutions déjà. Ouais, donc pour vous dire, pour vous donner un exemple vraiment qui vraiment, il cherche vraiment tout. J'ai eu une prise de sang où ils m'ont prélevé 37 tubes. 37 tubes de sang. À jeun. Je précise, à jeun. J'étais un peu fatiguée après, je crois que... Et en fait, l'infirmière me disait, c'est la première fois de ma carrière que je prélève autant de tubes sur un patient. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, l'avantage, c'est que j'ai eu un bon check-up. Tout est arrivé. Négatif. Alors, sauf un problème, mais qui est en fait une conséquence du traitement, c'est-à-dire que les gamma-GT, donc les gamma-GT, ce sont, comment dire, c'est pas évident, en fait c'est, quand on va faire des examens concernant le foie, entre autres, pour les cirrhoses et compagnie, on recherche les gamma-GT. Et si les gamma-GT sont élevés, c'est qu'il y a le foie qui est en souffrance. Et en fait, à cette époque-là, donc c'était il y a 4 ans, ils ont détecté que j'avais le foie d'une alcoolique. Voilà. Merci les traitements. Parce que c'est uniquement à cause des traitements. Voilà. Et c'est comme ça. Il m'a dit qu'il fallait surveiller, mais qu'il n'y avait rien de... Voilà. Il y avait très peu de cirrhose qui se déclarait en fait quand les gamma étaient élevés à cause de traitements médicamenteux. Voilà. Donc j'ai envie de dire, je pense qu'il sait ce qu'il dit. Enfin, j'espère en tout cas. Et donc voilà, j'ai toujours eu mon mari à mes côtés pour ça. Il m'emmenait à mes rendez-vous. Voilà. Enfin, ouais, il a toujours répondu présent, quoi. Il a toujours été à m'inquiéter quand j'étais dans des périodes de doute. Aussi, par
rapport à la maladie, quand on en a ras-le-bol, parce que quand on est en période de diagnostic, c'est extrêmement compliqué. Déjà, il faut savoir que c'est très long. Le temps de faire tous les examens, le temps d'avoir tous les résultats, le temps d'analyser les résultats, le temps de réfléchir à ce que ça peut être. Et encore, j'ai eu de la chance parce que j'ai un médecin absolument génial qui, alors d'une, n'a jamais remis en question ce que je lui disais. Jamais. Elle n'a jamais douté sur mes douleurs, elle n'a jamais douté sur ma fatigue, elle n'a jamais douté sur aucun des symptômes que je lui parlais. Voilà. Elle m'a toujours cru, soutenue, épaulée, elle a toujours été là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais une demi-heure de route pour aller la voir tous les mois. Mais je ne peux pas changer de médecin. Donc voilà, tout ça pour dire que je comprenais, enfin, je me sentais à l'abri en fait. Je me disais, ouais, mais moi j'ai un couple solide. C'est que leur couple était déjà peut-être pas très solide, c'est pour ça que ça s'est brisé, voilà. Et puis après, je connaissais pas les personnes, hein, je connaissais pas leur vie, c'est toujours pareil, hein, c'est pas évident quand on fait un constat comme ça, on lit un post où les personnes... il y avait eu un post qui était passé sur un groupe en disant est-ce que vous êtes marié, divorcé, séparé, célibataire, enfin bref. Quelle est votre situation familiale? Et est-ce que c'est à cause de la maladie ou pas? Et ou est-ce que la maladie a une incidence sur votre vie familiale? Et en fait, je lisais les commentaires et je me disais, ouais, mais c'est pas... Enfin, voilà, ça n'a peut-être... elle met ça sur le dos de la maladie, mais ça n'a peut-être rien à voir, quoi. Donc il faut savoir que, en termes de traitement, pour la fibromyalgie, on a des traitements donc, sur la douleur. Déjà, on a des antidouleurs très puissants. En tout cas, moi, ce qui me concerne, puisque, comme je l'avais dit, moi, je suis en ce qu'ils appellent cas sévère. Donc, on a des antidouleurs puissants. On a des antidépresseurs, puisque... alors, c'est pas pour traiter une dépression, même si aujourd'hui, il faut savoir qu'une très grande partie, voire pas la totalité, mais allez, 90%, 95%, ouais, des malades, au bout d'un moment, tombent en dépression. Puisque, vivre dans de la douleur, du matin au soir, tous les jours, pendant des années, au bout d'un moment, on a un peu le moral qui flanche. C'est par période en fait. Et je sais pas, voilà, hein, moi je suis comme tout le monde. J'ai des périodes où je me sens plus ou moins bien. Et en fait, j'en étais où? Oui. Donc, on a des antidépresseurs qui ne sont pas pour traiter la dépression. En fait, il faut savoir que la fibromyalgie passe en fait par les mêmes canaux que la dépression. Donc, c'est pour ça qu'on traite une partie de la maladie par des antidépresseurs. Alors, ce sont des antidépresseurs bien spécifiques qui ciblent une zone bien spécifique
voilà. Donc aujourd'hui, moi j'ai deux sortes d'antidépresseurs. J'en ai un qui a une incidence vraiment sur la partie douleur, donc qui passe exactement par les mêmes canaux et qui est vraiment utilisé en termes de posologie. En fait, elle est utilisée pour traiter la douleur. Donc en fait, on se sert de la faiblesse de la maladie pour essayer d'atténuer les symptômes. Et j'en ai un autre qui me permet alors, je ne sais plus comment il dit ça, mais en gros, ça me permet d'équilibrer l'humeur. Donc en gros, ça m'évite d'avoir des sautes d'humeur. Ou un côté lunatique. En fait, avant que je le prenne, je pouvais passer d'un état de combattante à un état de loque. Voilà, dans la même journée. Et avec des enfants, c'était pas gérable. Voilà. Donc au départ, mon médecin m'avait mis sous un traitement qui me convenait. J'étais vraiment bien avec. Je trouvais que j'avais une humeur assez égale. Il fonctionnait bien parce que plusieurs fois, alors oui, moi je vous en reparlerai peut-être un jour, mais moi je teste régulièrement mes médicaments dans le sens où de temps en temps en fait je ne les prends pas. Alors je les prends pas longtemps, hein. Quand je dis que je les prends pas, c'est une dose, hein. Je m'amuse pas à ne pas les prendre pendant 3 jours. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je les prends pas, voilà, pendant, par exemple, je vais pas le prendre un soir. Et en fonction, du coup, je vais voir si le lendemain, comment je suis et si je me retrouve en situation de douleur extrême où en gros je suis dans l'incapacité totale de me lever. J'ai le cerveau qui est dans le néant. En fait, si je ne prends pas ces médicaments, je suis incapable de faire ce que je fais avec vous ici, maintenant. Voilà. Pour résumer, c'est ça. Donc je teste régulièrement mes médicaments pour savoir s'ils font toujours effet, puisque nous avons des médicaments extra... Oh là là, je suis vraiment désolée, je vous fais une pause, mais alors... merdique au possible, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi, Estelle. Oh là 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 là. Bon, attends, parce que toi, je sens que tu vas... Non, je vais te laisser là, hein? En même temps, c'est pas comme si tu devais pas y être. Voilà. Encore une fois, je pars dans tous les sens. Alors, je vous disais que je teste mes médicaments pour voir, oui, parce que ce sont des médicaments pour lesquels il y a une très forte addiction. Une addiction psychique, c'est-à-dire que psychologiquement, on se dit que si je le prends pas, je serai mal. Et en fait, je teste ça, entre guillemets. Je teste ça. Et je réfléchis, excusez-moi. Ah oui, je teste ça pour être sûr que je ne suis pas
dépendante de ces médicaments. Alors, oui, j'ai une dépendance forcément, mais qui est une dépendance physique et non pas psychique. Donc, c'est-à-dire que je peux l'arrêter si je veux. Je ne vais pas me mettre en stress. Voilà. La preuve en est, c'est que des fois, j'oublie carrément de le prendre. Mais bref. Ça m'arrive pas souvent, hein, parce que les conséquences sont tellement désagréables que voilà. Oui, alors je vous ai expliqué ça pour dire quoi. Non, mais je suis... Quand je vous dis que là, aujourd'hui... Voilà. Me voilà dans ma vraie vie. Non, je rigole. Enfin, sinon, c'est vrai, mais... c'est pas le but du truc. Oui, donc, je vous disais que j'avais une deuxième partie qui me permettait de... mettre en fait, d'égaliser mon humeur pour que je sois toujours d'humeur égale, que ce soit plus facile à vivre pour ma famille. Donc j'étais avec un médicament qui me convenait, que mon médecin m'avait prescrit. Et puis pendant très longtemps, j'avais décidé de ne pas voir de psychologue parce que je ne sentais pas le besoin. Et puis, quand j'étais dans le groupe, je me suis rendu compte que avoir quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui ne nous juge pas, qui est un médecin soit, mais qui, en gros, son métier ne lui permet pas de me juger. Voilà. Parce que le psychologue n'est pas là pour vous juger, il est là pour vous écouter. Et vous aider à trouver ce qui coince et ensuite à chercher les solutions que vous pouvez mettre en place pour résoudre le problème. Et à un moment donné, mon psychologue me disait que en fait je rencontrais deux difficultés. J'avais la gestion de la maladie et j'avais la gestion de mon passé qui, comme je vous l'ai déjà dit, est un passé assez lourd dans mon vécu, entre autres avec mes parents. Et il m'a dit que ce serait bien que la partie passée, je la gère plutôt avec un psychiatre qui pourra aller plus loin que lui en fait. Donc je l'ai écouté, je suis allée voir un psychiatre. Et en fait, la psychiatre a décidé de me donner un autre médicament que celui que j'avais déjà, un autre antidépresseur, plus puissant, et qui apparemment pouvait avoir une action sur les douleurs. Voilà. Je dis bien qu'il pourrait, parce que dans le vécu, c'est pas le cas. Il n'a jamais atténué mes douleurs, clairement. Il joue sur l'humeur, ça c'est sûr, parce que sinon je n'aurais pas ces humeurs égales. Mais il ne joue pas sur les douleurs. Par contre, il joue sur quelque chose que je ne m'attendais pas. Et qui, pour le coup, impacte énormément ma vie. Et vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça par rapport au départ. Ce médicament m'a supprimé toute envie. Vous savez, quand dans notre vie de tous les jours, quand on va faire les courses, quand on va se promener, on va voir, je sais pas, on va aller faire les magasins et puis on va trouver une jolie petite robe d'été, on va avoir envie de se l'acheter. Voilà.
Et bien moi, je ne connais pas ça. Enfin, je ne connais plus ça. Alors c'est bien hein, pour le portefeuille, je vous rassure. Vous allez me dire, bah oui, mais tu nous dis que tu as envie de certains DP. Alors oui, j'ai envie, dans le sens où esthétiquement, ils me plaisent, ils correspondent à mes goûts, mais ce n'est pas une envie qui va... Il y a certaines choses, si vous voulez, c'est tout bête, je vais prendre un exemple tout bête. Tu vas faire tes courses et tu passes au rayon fromage, il fait un temps pourri, mais tu es en plein été, mais il fait un temps pourri, il fait froid, il pleut, et tu passes au rayon fromage et tu te dis, oh, je me ferais bien une bonne raclette. J'ai envie d'une raclette. En fait, c'est quelque chose de normal. C'est en fait ton esprit qui analyse une situation et au vu du résultat, te dit, bah tiens, pour s'adapter à la situation actuelle, on va déclencher une envie de quelque chose qui va correspondre à l'environnement. Et bien moi, ce déclenchement, et pourtant je suis quelqu'un, je peux vous jurer que avant, des envies j'en avais. Tout me faisait envie. Mais je suis quelqu'un, je suis une envieuse de nature. Pas l'envieuse méchante, hein, attention. Mais, et pas l'envieuse... je suis l'envieuse heureuse pour les autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Sur le plan alimentaire, en ce moment, je traverse une période, mais ça fait déjà quelques temps, où je n'ai tellement pas d'envie que je ne mange presque pas. Je n'ai pas envie de manger. Voilà où j'en suis rendue aujourd'hui. Donc, vous vous doutez bien que sur ce qui est du plan de l'envie de vivre une vie maritale normale, on va dire. Je sais jamais hein, s'il y a des petites oreilles chastes qui écoutent. Alors, j'étais pas une personne portée forcément sur la chose. Voilà, j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement complexé avec mon corps, malgré que mon mari m'ait connu. Enfin, m'a toujours dit qu'il m'aimait tel que j'étais, même quand j'avais 30 kilos de plus. Parce que j'avais arrêté de fumer, il m'a dit que voilà, ça ne le dérangeait pas. Que il voulait que je maigrisse, mais pour ma santé et non pas pour l'esthétique. Enfin bref. Sur ce plan-là, je suis devenue un frigo. Bon, c'est même plus un frigo, c'est un congélateur. Ouais, c'est un congélateur. Je suis un congélateur. Voilà. Du coup, vous doutez bien qu'après 18 ans de vie de couple, 15 ans de mariage, à peine 40 ans, bah, voilà quoi. C'est dur à vivre pour mon mari. Et en fait, c'est ce qui nous amène à la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est au bord. Oui, enfin, je pense qu'on peut le dire. On est au bord de la séparation. On est aux portes du divorce. Là où je me disais que j'étais à l'abri parce que par rapport aux autres personnes, parce que j'avais un mari extraordinaire. Non pas que mon mari soit pas extraordinaire, mon mari est un homme comme les autres, qui a des besoins
et des envies. Puisqu'un homme, c'est mécanique, contrairement aux femmes. Et que c'est dur pour moi de toujours me forcer. Voilà. C'est cru ce que je vous dis, c'est brut, comme d'habitude, de toute façon, vous le savez. Je ne masque pas les vérités, je dis les choses comme elles sont, et après ça plaît pas, c'est pas grave. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma réalité à moi. Et moi j'ai fait, voilà, la chaîne, vous le savez, c'est pas que pour le plaisir de papoter, c'est aussi pour parler de sujets délicats comme celui-là. Donc j'en avais parlé à mon psychiatre, puisque c'est elle qui m'avait prescrit le traitement. Et la seule réponse que j'ai obtenue, c'est Madame, je suis désolée de vous le dire, mais il faut choisir entre la maladie et satisfaire votre mari. Et là, vous vous dites, je fais quoi? Je fais quoi, concrètement? Donc, j'en ai parlé avec mon médecin traitant. Je lui ai demandé si elle pouvait me remettre l'ancien traitement, puisque finalement, il me convenait très bien. J'avais pas compris pourquoi on me l'avait changé, déjà à la base. Et en fait, elle m'a annoncé que elle ne pouvait pas modifier un traitement prescrit par un autre médecin. Voilà. Donc, je suis coincée parce que cette psychiatre, je ne la vois plus. Elle est partie. Et de toute façon, je crois que je vous l'avais dit, mais je m'étais clashée avec elle, puisque elle avait eu la délicatesse de me dire que de toute façon, tant que j'aurais pas compris que c'était dans ma tête, je ne pourrais pas avancer. Donc typiquement, c'est le genre de parole que je ne supporte pas et que je refuse d'entendre de la part d'un médecin. Et que si un médecin a le malheur de me dire ça, je lui dis au revoir, tout simplement. Non pas que je ne reconnaisse pas que la fibromyalgie soit une pathologie psychique. Clairement, on est dans une pathologie psychique. Je dirais même psychomotrice, dans le sens où c'est le cerveau qui est défaillant. Voilà. Les symptômes sont aggravés par les situations de stress, de fatigue, d'inquiétude, toutes les situations un petit peu comme ça. Et en fait, je dis psychomotrice, puisque les conséquences sont sur le physique, sur le corps. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, le fait que je marche avec beaucoup de difficultés et avec extrêmement... Non, ça se dit pas. Je vais dire un truc qui ne se dit absolument pas. On est bien d'accord. Extrêmement beaucoup de douleur. Oui, non, clairement, ça se dit pas. Non, avec beaucoup de douleur. Je sais que c'est une conséquence de ce qui se passe dans ma vie. C'est-à-dire que depuis qu'on a déménagé, c'est un cauchemar dans ma vie de famille. Voilà. Clairement. J'ai un mari qui pète un plomb, qui supporte plus de vivre comme ça, avec une femme qui accepte de se forcer une fois tous les 3 mois pour le satisfaire. Avec une femme qui n'est plus capable de faire son repassage. Voilà. Et en même temps, c'est
compliqué en fait. C'est extrêmement compliqué pour moi parce que d'un côté j'ai mes médecins qui dans l'idéal voudraient m'hospitaliser en maison de repos pour que je puisse me refaire une santé entre guillemets, hein. Il faut bien en rire, hein, de toute façon, j'ai envie de dire. Sinon, je vous explique pas, hein, 42 ans, je vais finir comment, quoi. Ouais. D'un côté, j'ai mes médecins qui veulent que je m'occupe de moi, que je prenne du temps pour moi, que je laisse de côté le ménage et tout ça pour prendre du temps pour moi, pour que je puisse me ressourcer, ouais, que je puisse aussi avoir mes petits instants de pause, hein, comme je vous disais quand je suis en DP. Ou une autre activité, hein, parce qu'avec le point de croix, ça me le fait aussi maintenant. Où je suis un petit peu dans ma petite bulle. Mais pour ça, il faut que je puisse m'y mettre. Et en fait, je n'ai plus aujourd'hui d'espace pour le faire. Voilà, tout simplement. Puisque je n'arrive pas à avoir l'esprit tranquille. Je culpabilise énormément parce que j'essaye de faire le maximum de choses dans ma maison. Et en même temps, quand mon mari rentre du travail, fin de semaine, parce que mon mari découche, hein, très régulièrement, en fait, pour qu'il voie que j'ai pas rien fait, quoi. Que je suis pas restée comme le cul assis sur une chaise et attendre que ça se passe, quoi. Et en fait, les 3/4 du temps, il ne voit que ce que je n'ai pas fait. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, il ne le voit pas. Alors que ça m'a demandé un effort surhumain. En fait, aujourd'hui, moi j'ai par exemple ma tablette, j'ai une tablette qui a 8 ans, j'ai un PC qui a à peu près le même âge, parce que c'est des choses que j'avais achetées quand j'avais créé mon entreprise. Donc ils ont 7 ans, entre 7 et 8 ans. Donc j'ai un PC qui est extrêmement gros, parce qu'à l'époque, je l'avais pris pour mon entreprise, parce que je faisais du graphisme, pour la charte graphique de mon entreprise, enfin bref, pour la communication. Et du coup, c'était plus confortable pour moi d'avoir un écran très grand. Sauf que qui dit écran très grand, dit PC extrêmement lourd. Et aujourd'hui, j'en suis à un stade où je le porte difficilement en fait. Il est extrêmement lourd et du coup, il est très inconfortable pour moi. Et en fait, j'ai de plus en plus de mal à écrire. Donc, ce qui fait que, par exemple, quand je suis en réunion avec l'association, je prends quasiment plus de notes parce que très très vite, je rentre en douleur. Donc, heureusement, il y a des secrétaires dans l'association qui font les comptes rendus, qui prennent des notes, etc. Mais moi, j'aime bien prendre mes propres notes pour... quand j'en ai besoin, je puisse aller les relire. Et en fait, avant, je remplissais des cahiers 2 voire 3 dans l'année. Aujourd'hui, j'écris quasiment plus rien pour mes réunions parce que je n'y arrive plus. Soit je dois écrire lentement et du coup, je mets 3 plombes à écrire ce qui est dit et du coup, je loupe la moitié
de ce qui est dit autour de moi, parce que ben il faut que je reste concentrée pour me souvenir de ce qui a été dit et que je veux le conserver. Enfin bref, et du coup, les médecins, l'ergothérapeute que j'ai rencontré me disait que ce serait bien que je puisse investir dans un... vous savez, les petits ordinateurs qui font tablette aujourd'hui, là, les tout petits. Donc c'est aussi gros qu'une tablette. Mais contrairement à une tablette, parce qu'en fait, aujourd'hui, ma tablette, c'est pas qu'elle fonctionne pas, hein, elle fonctionne encore très très bien. C'est qu'en fait, j'ai un clavier à l'écran. Et c'est très très difficile et très fatigant pour moi d'écrire sur l'écran. Pourquoi, je ne sais pas, mais a priori c'est logique d'après ce que m'a expliqué le médecin. Et en fait, rien que pour vous écrire un commentaire par exemple, pour répondre à vos commentaires, ça me prend genre 10 minutes pour vous écrire 3 phrases, quoi. Enfin, ouais. Et du coup, donc elle me disait que ce serait bien d'investir dans un petit PC. Les mini là, qui se transforment en tablette en fait, qui fassent PC et tablette, pour que je puisse en fait me déplacer en permanence avec pour pouvoir écrire mes comptes rendus directement dessus. Parce que du coup, ces petits PC là ont des écrans tactiles, ont des claviers, pardon. Et du coup, c'est beaucoup moins fatigant que à taper sur l'écran. Clairement, je pourrais pas taper mon compte rendu sur l'écran. Je ne pourrais pas. C'est beaucoup trop fatigant. Et du coup, voilà. Sauf que c'est un investissement et que je n'ai pas l'argent, personnellement, pour me l'acheter. Donc j'essaye de vendre des trucs là pour économiser un peu, pour pouvoir me l'acheter. Puisque mon mari ne veut pas me l'acheter. Donc, parce que voilà, vu que j'ai déjà un PC et une tablette, il ne voit pas l'intérêt d'en racheter un. Alors que les deux fonctionnent. Enfin bref. En fait, je voulais... je vous raconte tout ça, pas pour vous exposer ma vie, même si c'est ce que je viens de faire. L'objectif, c'est de vous faire comprendre que personne n'est à l'abri, malgré ce qu'on peut croire. Même si on est persuadé que les personnes autour de nous sont fortes et qu'elles n'ont pas besoin qu'on les aide et qu'elles sont dans la compréhension et que... Alors je sais que certaines de mes abonnées ont des conjoints, des bibous. Elle se reconnaîtra, n'est-ce pas ma belle, des bibous en or, des chéris en or. Et d'ailleurs, je vous embrasse les filles parce que voilà, vous êtes toutes les deux des amours et que je sais que je peux compter sur vous dès qu'il y a un petit coup de mou. Non, j'ai encore pleuré, il faut que j'arrête là. Je vous dis, quand je suis fatiguée, moi je pleure pour tout le temps. Mais voilà. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai essayé de m'occuper de moi sans grande efficacité, mais j'ai essayé de protéger mes enfants et en fait, j'ai cru que mon mari était suffisamment fort pour encaisser.
Et en fait, aujourd'hui, ma famille, elle est en train d'éclater parce que j'ai cru que mon mari... parce que je l'ai pas protégé comme j'aurais dû, quoi. Parce qu'on oublie les aidants, parce que on parle de nos espaces à nous pour souffler et qu'en fait eux ils en ont presque pas, et que parce que il faut qu'ils travaillent, parce que souvent c'est les seuls à pouvoir travailler, et que quand ils rentrent à la maison, il faut qu'ils fassent ce que nous on ne peut pas faire. Voilà. Et en fait, je sais pas, je pensais que c'était pas trop. Je pensais faire suffisamment de choses pour qu'il n'en ait pas beaucoup à faire. Mais en fait, tout doucement, sans que je m'en rende compte vraiment non plus, j'ai pu faire de moins en moins de choses. Et en fait, tout ce que j'ai laissé tomber, entre guillemets, en fait, c'est lui qui le récupère, quoi. Et en fait, j'ai usé. Alors, je tiens à préciser que l'amour n'a absolument rien à voir là-dedans. L'affection, l'amour n'a rien à voir là-dedans. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, je n'ai pas d'envie parce que je n'aime plus mon mari, parce que je l'aime profondément. Je reste persuadée que c'est l'homme de ma vie. Et puis de toute façon, c'est le père de mes enfants, et rien que pour ça. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un de... Alors, il a ses défauts, hein. Il n'est pas parfait, contrairement à ce qu'il croit. Il a ses défauts. Mais, voilà, comme tout à chacun. Moi, j'ai appris à vivre avec, et j'ai appris à les accepter. Et en fait... ouais, non, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est juste... c'est juste qu'avec la maladie, avec nos difficultés, on est concentré sur nous-mêmes. Parce que les médecins, parce que voilà, on nous dit qu'il faut qu'on s'occupe de nous, qu'il faut qu'on se concentre sur nous, et en fait, on en oublie les personnes les plus proches. Donc en fait, je voulais juste vous expliquer que c'est pas parce que vous vous croyez à l'abri que c'est de l'acquis, et que vous risquez pas de finir comme les autres personnes qui se retrouvent toutes seules après 20 ans de mariage, parce qu'on a usé notre aidant, quoi. On a usé notre mari. Alors je vous dis pas que c'est tous les couples qui éclatent. Attention, que les choses soient bien claires. Loin de là, heureusement. Mais je pense que quand un des deux est malade, si on n'est pas attentif à l'autre, et c'est ça qui est compliqué, parce qu'on doit s'occuper de nous, on n'arrête pas, excusez-moi,
On n'arrête pas de nous dire qu'il faut qu'on s'occupe de nous, qu'il faut qu'on prenne du temps pour nous. Et ce temps qu'on doit prendre pour nous, bah, c'est du temps qu'on ne consacre pas à l'autre. Voilà, tout simplement. Alors que l'autre, il a aussi besoin qu'on s'occupe de lui. Et qu'on lui montre notre affection et qu'on... Voilà. Et aujourd'hui, voilà, je me retrouve dans cette situation où j'ai de 18 ans de vie de couple, 15 ans de mariage et 5 ans de maladie. J'ai usé mon couple et ma famille est en train de partir en 1000 morceaux. Et je peux rien y faire. Parce que je connais pas la solution. Je ne sais pas s'il y a des solutions. Sincèrement, je ne sais pas. J'ai passé une nuit blanche parce que justement j'ai cherché. J'ai cherché des solutions et en fait je n'en trouve pas. Et il faut surtout que je trouve une solution qui protège mes enfants, qui me protège, qui protège mon mari. Et je n'en trouve pas. Je ne sais pas comment sauver mon couple. Voilà, tout simplement. Parce que d'un côté, il y en a qui vont me dire la solution est simple, t'as qu'à arrêter ton médicament. Sauf que ce médicament, j'en ai besoin pour pouvoir fonctionner normalement. Alors, je sais pas. Il faut que je reprenne rendez-vous avec un psychiatre, avec un nouveau psychiatre. Il faut que j'arrive à en trouver un avec qui ça passe déjà. Parce que c'est pareil, hein. Faut pas croire, hein. C'est pas le premier qu'on voit qui est le bon. La preuve en est. Je pensais que j'étais tombée sur quelqu'un de compréhensive et non pas de fibrosceptique. Et en fait, il s'est avéré qu'elle l'était. C'est comme ça. C'est malheureusement, quand on est fibromyalgique, c'est notre quotidien, les fibrosceptiques. On est entouré de fibrosceptiques. Donc fibrosceptiques, en fait, ce sont les personnes qui estiment que la fibromyalgie est une maladie mentale, psychique, c'est-à-dire que c'est nous qui créons volontairement les douleurs, voire qu'on les invente pour attirer l'attention. Voilà, tout simplement. En gros, c'est comme si on était hypochondriaque. Hypochondriaque, hein, c'est les personnes qui ont le sentiment d'être toujours malades, qui se trouvent toujours quelque chose. Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint. Voilà. J'ai été très peu malade dans ma vie. Et je continue à être très peu malade. C'est-à-dire que j'ai dû attraper 2 gastro en 42 ans. Une grippe, ça c'est sûr. J'ai eu une fois le Covid, ça c'est sûr aussi. Mais voilà, au-delà de ça, voilà, quelques pharyngites, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, j'ai jamais été quelqu'un de malade, quoi. Donc voilà, donc les fibrosceptiques, ce sont les personnes qui pensent que t'inventes, en fait. Ouais, c'est ça. T'inventes ta maladie pour te rendre intéressant.
là. J'avais juste envie de partager avec vous ce côté un peu caché des personnes qui sont en situation de maladie invisible. Parce que je pense que le fait que la maladie ne se voie pas est quelque chose qui est difficile à gérer pour les aidants, pour les personnes autour de nous, pour nos familles, puisque en fait, on est en permanence en train de devoir nous justifier. Ça, c'est quelque chose, il faut le savoir. Après, on vit avec, on le sait, c'est comme ça. Et en fait, le regard des autres pour les dents est quelque chose de compliqué, sincèrement, de très très compliqué à vivre. Et ouais, le fait que ce soit invisible, que les personnes extérieures ne le voient pas, c'est pas toujours facile de faire comprendre à la famille que l'autre personne, c'est pas quelqu'un de feignant, que c'est pas de la mauvaise volonté, que c'est une réalité. Excusez-moi, j'ai été coupée. Je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, je vous expliquais que c'était compliqué pour les maladies invisibles, pour les aidants, parce que souvent on les fait déjà. En fait, on leur donne l'impression qu'ils sont abusés, comme si l'autre profitait d'eux. Excusez-moi. En ce moment, j'ai pas mal de soucis avec ma gorge qui fatigue. Ouais, on leur fait croire qu'ils sont abusés en fait, qu'on profite d'eux, que voilà. Et puis il y a le côté doute, je pense aussi. Est-ce que la personne est vraiment malade ou est-ce qu'elle profite de ma gentillesse? Après vous me direz, au bout de 15 ans de mariage, c'est bizarre que quelqu'un puisse penser ça. Mais vous savez, l'influence extérieure est hyper importante. Et en fait, tout dépend comment vous êtes entouré. Parfois, j'ai le sentiment qu'il y a un sentiment de honte, en fait. De honte. Autant moi, j'assume ma maladie, autant je pense que mon mari ne l'assume pas. Je pense même qu'il est dans le refus. Ouais. Alors, je l'accepte sans l'accepter. Hein. Je suis plutôt dans une phase de non-acceptation même, ou plutôt de ras-le-bol. Ça fait 5 ans et je me dis que je suis loin d'être à la fin de ma vie et que, en fait, en 5 ans, je me suis énormément dégradée. Et physiquement parlant. Sur le plan cognitif, j'arrive à maintenir parce que j'ai une activité importante du fait de l'association et tout ça, des réunions, puis des enfants, hein, tout simplement, et la stimulation extérieure. Mais sur le plan moteur, ouais, j'ai beaucoup diminué, je le sens. Et en fait, ce que je craignais, hein, c'est que, en fait, et c'est ce qui s'est passé, les tests que j'ai passés qui me permettaient de faire un état des lieux de ma santé, en fait, ils m'ont confirmé que mon ressenti était réel, c'est-à-dire que j'ai presque plus de force dans mon bras gauche. J'ai perdu toute la finesse de motricité de ma main gauche. J'en ai encore un petit peu au niveau de la main droite, mais ça commence à devenir compliqué et c'est pour ça que l'écriture devient compliquée. Pour vous donner un ordre d'idée, rien que me brosser les dents aujourd'hui,
c'est quelque chose qui devient difficile. Ouais. Parce que j'ai mal à la mâchoire et surtout, j'ai très mal dans mon bras et ma main. Donc voilà. Après, ce que j'ai dit à mes enfants, mais voilà, je vais me battre parce que je veux sauver mon couple, je veux sauver ma famille, parce que je pense qu'il peut y avoir une autre issue que de... Je pense qu'il faut juste qu'on trouve le beau tempo, le bon tempo, la bonne organisation. Ouais. Mais je sais pas, depuis qu'on a déménagé, pourtant j'aime cette maison, mais alors si vous saviez comme je l'aime cette maison. J'ai eu un coup de cœur et tous les jours, en fait, si je pouvais, je passerais mes journées dans cette maison. Je m'y sens bien, vraiment bien. J'y suis sereine, j'y suis apaisée. Et en même temps, depuis que je suis arrivée ici, en fait, je n'arrive pas à m'organiser. Je n'arrive pas... Alors avant, en fait, j'avais un rythme, j'avais une organisation, j'avais un rythme de vie. Et depuis qu'on est arrivé dans la maison, je n'arrive pas à mettre en place ce rythme-là. Je n'arrive pas à trouver le bon rythme, la bonne organisation, le bon tempo. Et c'est ça qui fout tout en l'air en fait. Je ne sais pas pourquoi, parce que d'un côté, j'ai extrêmement envie d'être dans ma maison, d'être chez moi. Voilà. Mais j'ai des obligations, hein, je vous l'ai dit, par rapport à l'association et tout ça. Mais plus le temps passe et plus j'ai envie d'être chez moi, plus j'ai envie qu'on me foute la paix. J'ai envie de me recroqueviller en fait. Ouais. Voilà, vous savez, comme quand on est petit, de mettre en boule et de disparaître, devenir invisible et qu'on m'oublie. Voilà ce que j'ai envie. Bon, en gros, pour résumer, qu'on me foute la paix. J'ai un sentiment de ras-le-bol, de saturation, d'épuisement, D'un côté, j'ai envie de me battre pour sauver ma famille et en même temps, j'ai plus envie de me battre. J'en ai marre de me battre, il faut que je me batte pour ma maladie, il faut que je me batte pour mes enfants, il faut que je me batte. Enfin voilà, je passe mon temps à me battre contre des choses que je comprends pas, que j'arrive pas. Voilà. Et du coup, je suis extrêmement fatiguée. Voilà. J'ai un gros ras-le-bol. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Donc voilà. Le petit message que je voulais vous transmettre, qui est le plus important, c'est que il y en a deux en fait. Il y a le côté aussi réseaux sociaux où ne croyez pas tout ce que vous voyez. C'est pas parce que les gens montrent un sourire que ça veut dire qu'ils vont bien. J'ai en permanence le sourire, que ce soit dans mon association ou à l'extérieur, à partir du moment où je passe les grilles de mon jardin. Je ne montre absolument rien à personne. Les
les gens à l'extérieur sont incapables de savoir ce qui se passe dans ma vie. Il y a seulement quelques personnes à qui j'accepte de dévoiler mes souffrances. Psychiques et physiques. Certaines de ces personnes sont dans l'association et me soutiennent comme ils peuvent. Mais je sais que certaines me comprendront. On peut pas montrer à l'extérieur parce que les gens ne comprendraient pas. Parce que pour eux, on va bien, on est debout. Des fois, je me dis que je préférerais être dans un fauteuil. Ouais. Au moins, ça se verrait et il n'y aura plus le jugement extérieur. Mais en même temps, je veux pas. Parce que qui dit fauteuil dit que... ouais, ça marque le handicap, quoi. Clairement. Donc voilà, je vais pas continuer plus parce que sinon je ne vais plus m'arrêter et c'est pas le but. Enfin voilà, je veux pas faire de ma chaîne une chaîne de tristesse de toute façon, parce que même si on a des bas, heureusement, on a des hauts, on a des moments où tout va bien, heureusement, sincèrement. Et voilà, mais j'avais juste envie de partager avec vous parce que voilà, je trouve que autour des maladies invisibles, on a tendance à trop minimiser les impacts. Et je peux vous assurer que les impacts sont destructeurs. Les maladies invisibles détruisent tout ce que vous avez autour de vous. Et il faut en avoir conscience. Et il ne faut pas croire que parce qu'à l'extérieur, on vous fait croire que tout va bien, que toute la famille vous fait croire que tout va bien, que c'est idyllique. En fait, pas du tout. Généralement, c'est un cauchemar à la maison. Parce que chacun doit faire avec. Doit essayer de s'adapter et doit accepter de vivre avec. Et ça, c'est franchement pas facile. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai quand même bien avancé. En fait, quand je pars comme ça dans les discussions avec vous, eh ben, je me rends pas compte, mais je me mets dans une bulle. Voilà. Alors j'ai quelques interruptions extérieures, mais de manière générale, je me mets dans une bulle. Et du coup, je déambule comme je le fais quand je suis dans ma bulle. Voilà. Donc en fait, vous allez juste passer un petit moment dans mon cerveau. Bienvenue dans ma tête. Non, je rigole. Heureusement, hein, je maîtrise quand même un petit peu ce que je vous dis. Et ce que je vous dis est réfléchi et assumé. Pour info. J'ai absolument aucun problème pour dire ce que j'ai dit. Et je n'ai jamais eu de tabou particulier. Et du coup, ma fille adore discuter avec moi parce qu'elle sait qu'elle peut parler de tout. Que ce soit du LGBT, que ce soit n'importe quoi, du racisme, elle sait que je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert d'esprit et tolérante. Et du coup, ça permet d'avoir des débats très larges. Voilà. Excusez-moi pour le bruit, c'est mon mari qui est en train de faire sécher ses chemises. Voilà, donc je ne sais pas si vous m'entendrez, mais c'est mon appareil pour repasser les chemises qu'on a trouvé chez Lidl, à pas cher du tout. C'est un des petits outils que l'on utilise pour me faciliter les choses. Parce que maintenant, on porte des chemises tous les jours. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Comme d'habitude, si vous avez des questions, envie de témoigner ou envie d'échanger tout simplement autour de ce sujet-là,
vous pouvez me contacter par les réseaux. N'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre sur nos petits papotages Discord, puisque du coup, je suis disponible plus facilement dans la discussion. Et puis on passe des bons moments, on échange nos encours. Généralement, je vous montre ce que je ne peux pas vous montrer ici. Donc les DP que je fais, qui ne sont pas licenciés, mais que je vous avais déjà expliqué, que j'avais acheté et que je ne veux pas jeter sous prétexte qu'ils ne sont pas licenciés. Donc du coup, je les monte sur Discord, puisque Discord est privé. Voilà. Et puis, voilà, si vous avez des questions ou envie de continuer l'échange, n'hésitez pas à soit me laisser en commentaire, soit à me contacter sur Messenger. Il y en a plusieurs là qui ont commencé et je trouve ça super. C'est vraiment très agréable et d'ailleurs je vous remercie. C'est super de vous veniez directement sur Messenger me poser vos questions. Mon profil est ouvert sur Facebook puisque c'est un profil YouTube, donc c'est absolument pas un profil personnel. Donc n'hésitez pas à venir me demander en contact et à venir échanger sur Messenger. Je vous répondrai avec le plus grand des plaisirs. Pareil, si vous avez besoin d'un petit conseil ou si vous avez des questions concernant les DPI, quelque chose que vous n'avez pas compris dans une vidéo, enfin n'importe quoi, n'hésitez pas à venir me demander. Je vous répondrai. De toute façon, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, ce sont mes profils Facebook, YouTube. C'est les mêmes noms que la chaîne et ce ne sont pas des comptes personnels, ce sont des comptes YouTube. YouTube en fait, qui sont en lien avec la chaîne. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations que je vous donne aussi en barre d'infos. Donc les liens partenariats, les codes réduction, enfin voilà, tout ça, je vous les mets aussi sur ces réseaux-là. Écoutez, sur ce, je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon DP à tous!